Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde robotique cobotique des outils intelligents au service de la réindustrialisation. Alors, dans cette table ronde, on va essayer de chercher à savoir comment ces technologies, elles peuvent devenir des leviers efficaces de réindustrialisation. On fait face à de multiples défis dans la société, pénurie de main-d'œuvre, des enjeux de compétitivité, de relocalisation, une quête de résilience industrielle également. Et donc, dans ce contexte, les robots industriels et ou collaboratifs sont de plus en plus perçus comme des outils intelligents, adaptables et porteurs de solutions. Alors pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts pour cette table ronde. Messieurs, je vous invite à vous présenter s'il vous plaît. Commence par moi. Donc moi je suis Frédéric Hélin, je suis le directeur de Coboteam, qui est un cluster régional sur la robotique. Robotique, non, dans Coboteam il y a Cobo, donc on s'intéresse beaucoup à la cobotique. On va avoir l'occasion d'en parler avec les uns et les autres, mais c'est effectivement une thématique très innovante que l'on étudie de très près et pour laquelle on voit arriver de plus en plus d'acteurs. Voilà. Voilà, bonjour à tous, c'est Hervé de Maliard. Je suis le patron de la maison MGA qui fait des machines sur mesure pour l'industrie du futur, beaucoup de robots dedans. Et je suis aussi l'ambassadeur de la French Fab, un des cofondateurs de la French Fab, le référent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis aussi coprésident du territoire d'industrie du Beaujolais, qui est le territoire d'industrie du Rhône. Donc je vais essayer de partager mon expérience au travers de ces différentes casquettes. Donc bonjour à toutes et à tous, Olivier Schimpf, je m'occupe du cluster Robotics Valley, qui est un cluster régional comme Coboteam en Bourgogne-Franche-Comté. Et notre mission, c'est de fédérer et d'accompagner les entreprises pour la montée en compétences sur la robotique et sur la cobotique et tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0. Peut-être pour commencer cette table ronde, on va essayer de poser un petit peu le contexte autour de ces problématiques d'industrie française, de robotique, de cobotique. Comment est-ce que ça cohabite dans le paysage de l'industrie française? Hervé de Malière, je crois que vous avez déjà quelques chiffres à nous donner. Oui, non. Donc je suis aussi à l'initiative de la création de la filière robotique régionale qu'on a hébergée chez Minalogic, puisque j'en suis l'administrateur. Donc l'équation elle est très simple, c'est robot égale souveraineté et réindustrialisation finalement, et par la compétitivité. Donc juste pour vous donner quelques chiffres mondiaux qui viennent de l'IFR, donc le marché 2025 du robot estimé, alors c'est l'estimation de l'année, parce que l'année n'est pas terminée. Quand on regarde le nombre de robots vendus dans le monde, en 2009, on était à 60 000. Je ne vous fais pas toute la courbe, mais en 2022, on arrive à 553 000. Ça, c'est le nombre de robots dans le monde. Et en 2024, on est à 525 000. Donc en fait, il y a une petite baisse de 2022 sur 2023 et qui s'est encore baissée sur 2024. Alors la place de la France dans tout ça, la Chine, c'est 272 000 robots. Je vous fais les comptes ronds. Nous, on arrive à la 11e place. C'est un peu petit, donc je vais zoomer. Nous, en 2024, on est à, donc je répète, Chine, 272 000. Nous, on est à 4 762. C'est bien, c'est pas bien, c'est peu? Comment dire, ça me fait un tout petit peu mal en tant que Français. On arrive à la 11e place, donc on est derrière. Donc je vous fais les 10 devant nous, c'est Chine, Japon, USA, Corée du Sud, Allemagne. Donc l'Allemagne est à... Bon, ça chute assez vite, parce que quand la Chine est là où elle est, le Japon est à 42 800, USA 34 000, donc ça baisse assez vite. L'Allemagne 27 000, après il y a l'Inde, l'Italie, le Mexique, Taïwan, l'Espagne, et nous on arrive seulement après l'Espagne. Donc c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Et quand on zoome sur le marché français, en 2013 on était à 2161 robots, et il y a eu un pic en 22 aussi à 7379 robots, 7000 robots, et l'année dernière donc 4762 comme je l'ai dit. Donc en fait on a perdu 25% de 23 sur 24, j'en avais déjà perdu un bon 10% de 23 sur 22.
Donc c'est quand même une tendance qui est un tout petit peu alarmante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a plusieurs choses là derrière. Bon, d'abord, on est face à des concurrents qui ont des stratégies très agressives sur le soutien de la robotique. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la robotique, c'est la compétitivité de l'industrie. Hein, c'est aussi bête que ça. Et on a des chiffres, j'ai aussi des chiffres ici, si ça vous intéresse, on peut en parler tout à l'heure, qui montrent que en fait, les pays qui vont bien et qui ont un taux d'emploi élevé sont les pays qui robotisent le plus. Donc en fait, l'opposition emploi-robotique est totalement n'importe quoi. Et en fait, une industrie qui va bien, elle installe beaucoup de robots. Et donc, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça va mal, mais bon, quand même, il faudrait peut-être un peu se réveiller. Et c'est un peu l'objet du débat qu'on va avoir ensemble dans l'heure qui vient. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement les principaux freins qu'ont les industriels français à l'adoption de robots, donc tout ce qui est robotique et cobotique? Est-ce qu'on a déjà une idée des freins qu'ils rencontrent? Alors je m'adresse peut-être, vous voulez peut-être... Je vais juste compléter un truc, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on regarde un marché, un sous-marché de la robotique, parce que la robotique c'est la robotique traditionnelle, c'est la robotique collaborative, on en a parlé, c'est la robotique mobile, c'est la robotique humanoïde qui émerge. Quand on fait un zoom sur la robotique mobile, le marché mondial est à 113 000, donc parmi les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, et c'est plus 50% pour le coup 24 sur 23. Donc il y a quand même une adoption assez massive de la robotique mobile dans le monde et en particulier dans l'industrie. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. Parce que moi j'aime pas bien les mauvaises nouvelles, je préfère les bonnes. Je pense que je suis pas le seul. Et donc comment on l'explique? Alors, je pense qu'on l'explique par plusieurs facteurs. De mon point de vue, il y a d'abord un peu de timidité de l'État français de soutenir cette filière. Quand je vois par exemple que les Italiens ont fait un suramortissement du robot qui va au-delà de 100%, finalement, on se demande un peu pourquoi on ne fait pas ça chez nous, sachant que c'est une des clés de notre souveraineté et de la réindustrialisation. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi un défaut d'acculturation à la robotique. Et je pense que c'est notre job ici d'en parler et de fédérer autour de nous. Hein. Il y avait le suramortissement, ça a effectivement bien marché parce qu'il a été fait pendant un temps. Effectivement, les constructeurs trouvaient que ça fonctionnait plutôt pas mal. Après, il y a une autre manière de voir les choses dans les réflexions qu'on a pu avoir au sein du cluster, c'est de se dire, par exemple, les chiffres qui ont été donnés, ils existent depuis longtemps. Il y avait déjà le rapport gallois il y a un certain temps, un certain nombre d'années, qui avait montré qu'en fait la France était moins robotisée que l'Allemagne et que l'Italie, en tout cas l'Italie du Nord. Et on pouvait se dire, pourquoi ? Et puis on peut regarder ça de point de vue de la structuration en fait de notre industrie. Si on prend l'Allemagne, l'Italie du Nord, statistiquement, les entreprises, en tout cas en nombre, les ETI sont plus importantes et on peut imaginer que, en fait, quand on a une ETI, une entreprise plus grosse, eh bien, c'est plus facile de robotiser parce qu'on travaille sur des plus grandes séries, on est capable de plus anticiper, d'anticiper davantage des productions et donc c'est plus facile à ce moment-là d'imaginer les investissements et la robotique que l'on va mettre en place. Le tissu industriel français, c'est beaucoup de PME. Et on a beaucoup reproché à ces PME finalement leur taille. En fait, elles seraient trop petites en fait. Mais moi, ce que je vois, et je pense que Hervé sera d'accord avec moi, Olivier aussi, c'est que à côté de ça, ces PME sont très agiles. Elles sont capables de répondre très vite aux grands donneurs d'ordre. J'allais dire en exagérant, une commande le vendredi pour livrer le lundi. Elles le font très bien. Et il y a une sorte de French touch quelque part industriel de ce point de vue-là. Et la cobotique, puisque c'est le sujet. Là, c'est intéressant pour nous parce qu'on se dit que moi, je pense que la taille, on ne va pas attendre qu'elles deviennent des ETI pour commencer à s'occuper de leur sort. Hein. Il faut les aider avant ça. Et la cobotique est peut-être l'outil qu'elles attendaient pour pouvoir continuer à croître, continuer à être performante, efficiente. Et c'est peut-être enfin l'outil très agile qui va permettre en fait de se dire, eh bien, on peut avoir un tissu industriel morcelé. C'est plus en fait un handicap, c'est plutôt un avantage parce qu'on est hyper agile avec ça.
Et de toute façon, si le tissu industriel, il est fait comme ça. Voilà, il est fait comme ça. Même si on a des injonctions de faire en sorte que ces PME se transforment en ETI, quand c'est possible, ben c'est super. Mais en attendant, il leur faut de bons outils intelligents pour ça. Et la cobotique, justement, est peut-être l'outil qu'on attendait. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui paraissait, comme je le disais à l'instant, comme un handicap, va devenir un grand avantage de cette agilité pour prendre des marchés, pour être là sur des plus petites séries, sur de la personnalisation, de la spécialisation de produits, etc. Monsieur Schimpf, est-ce qu'il faut un déclic pour les entreprises pour se mettre en mode robotique ou cobotique? Alors, pour moi, le déclic, en fait, c'est de leur montrer aux PME qu'il est possible de robotiser et que ce n'est pas forcément complexe de robotiser et que la robotique peut apporter de l'efficience pour la mise en œuvre dans leurs solutions de tous les jours et de leur faire comprendre que robotiser, c'est à la portée de tout le monde et ce n'est pas des gros investissements. Et la cobotique, comme disait Frédéric, la cobotique est une bonne porte d'entrée parce que le prix d'appel au départ est plus petit qu'une installation est plus simple à mettre en œuvre qu'une grosse installation robotisée. Et aujourd'hui, c'est par les actions des différents clusters, des différents organismes comme French Fab, comme tout ce qu'on peut faire au sein de nos clusters, qui permet d'acculturer et de mettre en avant les solutions robotiques et de montrer que c'est simple à mettre en œuvre. Et comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer le passage à l'action finalement? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur montrer que les conditions elles sont réunies, qu'elles sont là et que les entreprises peuvent y aller finalement? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions pour ça? Oui, alors d'abord il y a tout un tas d'écosystèmes, on en a parlé, hein, donc les différents pôles de compétitivité, mais il y a aussi des plateformes comme Swarm que j'ai lancé, qui permettent aussi aux entreprises de s'acculturer à ces technologies. Je pense que c'est un rapport au robot en fait qu'il faut quelque part sublimer. Certains, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, opposent robot-emploi. En fait, le robot ne remplace pas un opérateur, hein, mais plutôt il l'assiste et il va lui permettre d'augmenter en fait son travail en réduisant la pénibilité des tâches, en lui permettant finalement de faire autre chose pendant que le robot travaille avec lui. Donc il y a tout un travail de valorisation des savoir-faire manuels qu'on n'automatisera pas rapidement. Et il y a en fait finalement un rapport à la machine qui doit être un peu amélioré. Et je pense que les pays qui robotisent à vitesse grand V leur process industriel, ce sont ceux qui ont compris justement que le robot est un outil qui va permettre finalement de transformer les process et qui va permettre d'accélérer et d'améliorer en fait la qualité de vie au travail des opérateurs qui vont travailler dans ces ateliers. Et donc du coup, ça joue sur la marque employeur de ces usines, ça joue sur l'attractivité des emplois. Et en fait, c'est un cercle vertueux où on se remet à réenchanter en fait l'industrie et on se remet à valoriser collectivement les métiers de l'industrie. Et du coup, ça rentre dans un cercle vertueux, compétitivité, job plus intéressant, valorisation des savoir-faire. Et tout ça, c'est un cercle vertueux où l'industrie devient désirable et on ne se pose plus tous la question de savoir s'il faut réindustrialiser ou non. Vous savez, en France, il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'on est tous d'accord pour réindustrialiser. En fait, quand on fait un sondage chez les Français, ça a été fait au deuxième trimestre, on a plus de 80% des Français qui disent oui à la réindustrialisation. Tous les partis sont d'accord. C'est-à-dire, on prend toute l'Assemblée nationale, tous les partis disent oui, on veut. Tous les syndicats sont d'accord. Donc tous les gens qui vont défiler demain dans la rue, ils sont tous d'accord pour industrialiser. Et pourtant, on n'y arrive pas. Et donc on n'y arrive pas. Enfin, disons qu'on a eu une petite bulle qui s'est opérée en 2022, post-Covid. Mais bon, quand on regarde l'emploi industriel, en fait, il a plutôt tendance à se tasser, voire à reculer dans un certain nombre de métiers. Et donc ça veut dire qu'en fait, notre récit collectif français autour de l'industrie ne fonctionne pas. Et moi, je pense que ça passe par la robotique. Ça passe par le rapport au robot et ça passe par le rapport à la technologie en général. Et c'est ça qui va faire que, collectivement, on va de nouveau avoir envie d'avoir des belles usines, on va de nouveau envie d'avoir des belles lignes industrielles. Moi, j'avoue que quand nous, on fait des machines qui font 15 mètres de long,
d'abord, on a du mal à les livrer parce qu'on les trouve très belles et on a envie de les garder pour nous. Mais bon, il faut quand même facturer, donc à un moment donné, on les livre à nos clients. Mais en fait, elles sont magnifiques, quoi. Elles sont magnifiques dans les ateliers de nos clients. Et franchement, les gens qui les reçoivent et qui vont, je ne veux pas dire qu'ils vont jusqu'à se battre pour travailler dessus, mais c'est presque ça, quoi. Et donc en fait, c'est vraiment cette industrie désirable qu'il faut qu'on réenchante dans notre récit collectif en France autour de l'industrie. Pour prolonger le propos, sur la revalorisation, on va dire, et puis l'image de la robotique dans l'industrie, je considère que ça peut aider finalement à soutenir cette réindustrialisation. Il y a deux choses. Il y a déjà le fait de voir le robot plutôt comme un super outil qui va aider la personne, l'opérateur, l'opératrice, à finalement mieux réaliser sa tâche. Si on prend par exemple, on en parlait un petit peu lors de la préparation, quand on regarde un contrat de travail, finalement, moi dans mon contrat de travail, je pourrais faire 3-4 pages, c'est 3-4 pages de réglementation et j'ai 2 à 3 lignes sur mon métier, quoi. Et bien souvent, les personnes dans l'industrie, quand elles font ces 2 lignes, en fait, ça se passe très bien. Mais c'est tout ce qu'il y a à côté en fait qui est compliqué. Par exemple, transporter des charges lourdes, ne plus être concentré sur la tâche où la personne a une hyper valeur ajoutée pour faire tout ce qui est périphérique. C'est là où on commence à se blesser, on commence à s'user des trucs musculo-squelettiques, etc. Donc là, c'est un premier point, c'est que la robotique peut aider quand même à faire en sorte que les gens soient concentrés sur les tâches nobles, ce pourquoi elles sont venues dans l'entreprise en fait. C'est pour ça qu'elles sont venues dans l'entreprise. Donc une première chose. Deuxième chose, c'est la revalorisation des postes en fait dans l'industrie. Moi, j'ai des industriels, je me souviens d'un industriel il y a un certain temps qui me disait, mais vous savez, on veut des robots évidemment parce que c'était de la plasturgie, qui pensait que le robot pouvait très facilement manipuler des pièces plastiques, etc. pour faire du chargement, déchargement de machines. Donc ça, c'était la volonté première. Mais il me dit, mais il y a 50% de notre volonté, hein. C'était 50%, c'est de dire, c'est pour montrer aux jeunes que l'atelier, c'est quelque chose de moderne, qu'ils peuvent venir dans notre usine, dans notre atelier, qui verront des choses modernes, qu'il y aura des robots, qu'il y aura des ordinateurs, des écrans, etc. C'est pas forcément Zola, quoi, c'est terminé. C'est quelque chose de gratifiant et c'est intéressant et c'est pour ça aussi qu'on veut faire de la robotique, c'est pour les attirer. Il y a une notion d'image aussi un petit peu à changer, des reçus aussi sur le sujet de la robotique et de la cobotique. Est-ce que vous avez des exemples concrets de savoir-faire français qui aujourd'hui continuent de perdurer en associant de la cobotique ou de la robotique? Je vous pose la question à tous les trois. Bah, je peux donner un exemple simple qui est connu dans la région. C'est l'usine Chamatex, qui n'est pas très loin d'ici, qui est donc Gilles Riguillon a voulu finalement refaire des chaussures de sport en France. Donc il a dealé avec Salomon, Millet et Babola. Et donc ils ont refait un atelier totalement automatisé, digitalisé, robotisé. Et donc il y a des chaussures de sport que vous pouvez acheter, qui coûtent pas très cher. Ça, je crois qu'elles coûtent entre 100 et 150 euros la paire de chaussures, ce qui est correct pour une paire de chaussures de sport de montagne. J'en ai moi-même une, avec des semelles Michelin. Une paire, j'entends. Et j'avoue que c'est une certaine fierté, quoi. D'abord, c'est une fierté d'aller faire de la montagne avec une paire de chaussures faites en France. Et quand on visite cette usine, c'est une usine qui est complètement une usine du futur, donc qui permet en fait un process industriel automatisé. Et donc c'est un exemple marquant. Alors, je pourrais vous citer aussi notre usine qu'on a nous à Rouen, qui est aussi un peu dans ce concept avec beaucoup de robots complètement digitalisés. Là, on fait de la medtech du futur, on fait des instruments de thérapie cellulaire et des instruments de diagnostic in vitro. Et tout ça, c'est fait avec un stockage totalement robotisé et des petits robots mobiles qui amènent les kits au poste de montage. Et ça, c'est vrai que ça fait des belles usines à regarder. Olivier, vous avez un exemple qui vous vient en tête? Nous, on a accompagné une entreprise où le tourneur faisait de l'assemblage de très petites pièces et perdait énormément de temps sur l'assemblage de ces pièces. Et pendant ce temps-là, il ne faisait pas son métier premier, comme disait Frédéric. Sa fiche de poste, c'était de tourner des pièces hyper techniques. Et il faisait de l'assemblage. Et ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a mis un cobot à côté de lui. Il charge des tables vibrantes sur lesquelles il met ses pièces. Et c'est le cobot qui fait son assemblage. Du coup, lui, il était content parce que quand on parlait d'image de l'industrie, il donnait du travail à un robot. Ce n'est pas le robot qui lui piquait son travail, c'est lui qui donnait du travail à un cobot. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, sur l'image qu'on renvoie de l'industrie, le cobot, on le voit, le cobot
Alors déjà avec ces formes qui sont un petit peu plus rondes, qui sont un petit peu plus jolies, attire beaucoup plus de jeunes que des lignes industrielles où on voit des machines. Mais je reste aussi persuadé que la mécanique et l'industrie est jolie et mettre des robots, mais une dimension technologique par-dessus cette couche de belle mécanique. Oui, alors il y a aussi des cas où le robot, en fait, c'est la seule solution, hein. Quand on fait du démantèlement de centrales nucléaires, bah, c'est quand même plus sympa d'envoyer des robots que des humains, hein. Quand on décharge des pièces de fonderie qui sont chaudes, bah, c'est plus sympa de mettre des robots que des humains. Quand on fait de la peinture, pareil. Et puis il y a des cas où on supprime du travail très pénible, hein. Je pense par exemple dans l'industrie biopharmaceutique, hein, quand on a des enceintes confinées avec des biosafety level élevés, on a besoin de travailler sous isolateur. Et travailler sous isolateur dans les boîtes à gants, eh ben, je vous laisse imaginer ce que c'est que de travailler avec une paire de gants en latex, donc un peu courbé, pour aller faire une opération sous l'isolateur, parce qu'il faut que ça soit parfaitement confiné, parfaitement stérile, parce qu'on est en train de manipuler des objets biologiques dangereux, enfin, ou en tout cas qui doivent être confinés. Et ben là, si on remplace ça par un robot, ce qu'on fait aujourd'hui nous chez MGA, eh ben, on peut téléopérer le robot depuis l'extérieur de l'opérateur, de l'isolateur, pardon. Et donc l'opérateur se retrouve avec une tâche à très forte valeur ajoutée, parce qu'il ne fait plus l'opération lui-même dans des conditions effroyables, mais depuis l'extérieur de la salle blanche, il va téléopérer le robot qui lui-même travaille dans l'isolateur. Et donc là, on améliore considérablement la productivité et la qualité de vie au travail des opérateurs et des opératrices. Donc ça, c'est évidemment des cas où la robotique a tout son sens. Et en fait, il y a énormément de cas d'usage qui ne sont pas clairement identifiés parce que mal partagés, mal repérés d'une entreprise à l'autre. Et c'est ça c'est un peu notre job ici dans les clusters, les pôles de compétitivité, de montrer le chemin possible pour que les industriels puissent se saisir de ces technologies et les transformer en cas d'usage dans leurs ateliers. On comprend, hein, qu'aujourd'hui les voyants sont au vert. Il y a quand même des idées reçues qu'on a un petit peu soulevées ensemble, notamment la peur de remplacer l'humain. Comment est-ce que finalement l'humain est menacé au sein d'une industrie quand le robot arrive? Comment concrètement ça se passe quand on veut chercher à faire intégrer finalement de la cobotique ou de la robotique dans son industrie? Quel est le process? Ça se passe bien. Déjà, il y a la statistique qu'a donnée Hervé, hein. C'est que si on prend une économie comme l'économie de la Corée du Sud, c'est le taux le plus important de robots, hein, par employé. Et c'est une société où ils connaissent le plein emploi pratiquement. Donc en fait, il y a une décorrélation complète. La deuxième chose, et ça on a cette conversation avec tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, ils pensent à la robotique pour des gains en compétitivité. Ces gains en compétitivité, ça va se traduire par quoi? La marge un peu, oui certes, c'est quand même l'objectif, mais par de l'embauche derrière. C'est immédiatement pour embaucher. Parce qu'en fait, c'est bien la difficulté pour les industriels, c'est de maintenir un taux d'emploi, c'est de continuer à embaucher, continuer à avoir des compétences. Parce que comme l'a dit Olivier, finalement, ce sont les humains qui donnent encore à cette heure des ordres aux robots. Donc il est faux, ces opérateurs. Si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres parce que je les ai. Donc quand on ramène un robot pour 10 000 employés, hein, donc là c'est des chiffres pareil 2024, hein, toujours même source. Donc la Corée du Sud, c'est 1012 robots pour 10 000 employés. Singapour, c'est 770. Alors la Chine n'est pas numéro 1, mais ils ont beaucoup d'employés, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de robots. Et c'est 470. Allemagne, 420. Alors je ne vous fais pas toute la liste parce qu'il y en a une dizaine toujours pareil. Et nous, on est à 186. Donc il faut voir que 1012 la Corée du Sud, qui est quand même un pays comparable à nous, hein. La Corée du Sud, c'est à peu près, en termes de nombre d'habitants, c'est à peu près comparable. Donc nous, on est plus de 5 fois derrière la Corée. Donc on voit bien qu'il n'y a absolument pas une corrélation employé-robot. Au contraire, c'est presque même le contraire. C'est-à-dire que ça va mieux quand il y a plus de robots. Donc il y a vraiment un sujet autour de ça.
Comment est-ce qu'on décide ce qu'on va venir robotiser ou pas dans l'entreprise? Comment on fait cet audit-là finalement? Comment ça s'organise? C'est un petit peu ma question première. Mais du coup, comment on décide finalement de remplacer une tâche humaine par une tâche robotisée? Il y a plusieurs facteurs là, parce que pour le coup, nous, on voit beaucoup de projets. Donc d'abord, le client, généralement, il y a deux cas. Soit on est sur un process existant, donc là c'est compliqué parce qu'on sait faire quelque chose qu'on fait dans un process, on va dire, traditionnel, et donc il faut un peu se faire violence pour changer les choses. Par contre, souvent, ça se passe sur des nouveaux produits, nouveaux process. Donc et là, on se pose la question de comment on va industrialiser ce nouveau produit. Et en faisant ce travail d'industrialisation, pour les industriels qui ont compris, parce qu'il y en a il y en a qui robotisent beaucoup plus que d'autres, ceux qui ont compris, ils essayent en fait de réduire au maximum, d'abord éradiquer toutes les tâches pénibles. Donc ça, à chaque fois qu'on peut robotiser une tâche pénible, on le fait, et on ne se pose même pas de questions. Et puis après, on va chercher la productivité industrielle en optimisant le temps opérateur direct sur machine. Et donc, du coup, on robotise comme ça. Et en fait, il y a des cas où c'est pas si simple qu'il y paraît, parce que en fait, un robot, le robot ne fait pas comme l'humain. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut adapter le processus industriel par rapport au fait que c'est un robot qui va le faire. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'humain est quand même nettement meilleur qu'un robot dans tous les cas. Sauf que le robot, il le fait toujours pareil, en 100% des cas, avec des MTBF de 100 000 heures. MTBF, c'est Manufacturing Time Before Failure. Donc 100 000 heures, il va opérer 100 000 heures avant d'avoir un défaut, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'humain, là, pour le coup. Et donc, du coup, mais par contre, ça suppose de revisiter complètement son processus industriel, donc revenir à la racine. Il y a un travail d'industrialisation qui est assez important. Et c'est ça qui fait que, en général, ça se passe sur des nouvelles lignes et sur des nouveaux produits. Parce que ce travail d'industrialisation, en général, on ne le fait qu'une fois. Et donc il faut effectivement y passer un peu plus de temps avant pour que ça soit plus productif après. Pour compléter, la pénibilité dans les tâches aussi est une source pour pouvoir mettre en place des robots en se disant cette tâche-là est pénible, mon collaborateur se fait mal, est absent souvent. Et de robotiser c'est pas forcément lui prendre son emploi, c'est pas forcément le mettre de côté, mais c'est lui dire ces tâches pénibles, ça sera le robot ou le cobot qui les fera à ta place. Et toi, tu feras, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la haute valeur ajoutée par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Et un exemple sur du soudage, sur de la cobotique de soudage, le soudeur, avec sa fin de carrière, donc est extrêmement bon et a une dextérité dans son geste, et de passer par de la cobotique et apprendre le geste du soudeur et que le soudeur apprenne la trajectoire au cobot, fait que le soudeur continue à faire son travail et après la série est faite par quelqu'un de plus jeune et de moins expérimenté. Oui, et d'ailleurs l'analogie est exactement la même pour un chirurgien. Par exemple, pour maîtriser, donc pour le chirurgien, le robot c'est un bistouri en fait, c'est pas plus que ça. Sauf que c'est un bistouri un peu intelligent. Donc par exemple en neurochirurgie, pour atteindre des régions du cerveau qui sont extrêmement précises, comme par exemple la région qui est malade dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est une toute petite région du cerveau qui fait à peine 4-5 mm3, donc c'est vraiment tout petit. Et donc en fait ce que va faire le robot, c'est qu'on va définir avant le canal théorique dans lequel le geste peut passer, et en fait le robot va assister le chirurgien pour rester dans ce canal. Et donc va évidemment, parce que parfois le chirurgien il peut avoir passé une mauvaise nuit, donc il peut un peu trembloter ou que sais-je, et ben là ça va contrôler en fait ces gestes parasites et ça va l'aider, l'assister à maîtriser parfaitement son geste. Et exactement comme l'exemple que vient de donner Olivier dans le cadre de l'apprentissage du geste du soudeur sur des soudures un peu simples au TIG. Donc il y a besoin justement d'accompagner quelqu'un qui apprend. Alors c'est soit quelqu'un qui apprend, soit aider quelqu'un d'hyper expérimenté dans la meilleure maîtrise encore de son geste. Et ça c'est des nouveaux usages de robotique qui sont possibles grâce au digital
et à maintenant à l'émergence même de l'intelligence artificielle dans les trajectoires. Donc on voit bien qu'il y a un éventail de possibilités pour rendre les entreprises plus agiles dans leur quotidien industriel. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces entreprises, ces PME, ces ETI en France pour leur permettre soit de se convertir, si ce n'est pas déjà le cas, soit de poursuivre l'intégration de la robotique et de la cobotique chez elles? Déjà, si on prend en région, il y a des dispositifs qui existent, notamment proposés par le Conseil régional, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense à tout ce qui est accompagnement industrie du futur, où en fait est appliqué là en fait ce qui a déjà été appliqué pour l'informatique il y a des années en arrière. C'est-à-dire que on a un certain nombre d'industriels qui se trouvent confrontés, qui ont un besoin en robotique, puis qui se trouvent devant une myriade de propositions, etc., toutes les plus intéressantes les unes que les autres, et elle doit choisir. Et pour choisir, il faut de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et cette assistance à maîtrise d'ouvrage, eh bien, elle est proposée dans le cadre de ces dispositifs. Vous verrez, notamment sur le stand d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et de la région, ces dispositifs, c'est laisser le temps, en fait, et proposer aux industriels un certain nombre d'experts qui vont aider l'industriel, finalement, à rédiger déjà un cahier des charges, et bien rédiger son besoin. Et puis ensuite, faire une consultation. Et puis dans certains cas, même de faire une première preuve de concept. Et une fois qu'on est à peu près sûr qu'on a fait le bon cahier des charges et qu'on s'est orienté vers le bon industriel, parce que évidemment, tous les industriels sont bons dans leur domaine, mais c'est toujours très difficile pour un intégrateur robotique de dire non, je ne sais pas faire, voilà celui qui va le faire en fait. Donc on peut être tenté de remplir la mission quand même. Là, l'idée c'est d'assurer quand même une bonne consultation et avancer un bon cahier des charges. Certains de ces experts sont même dans la salle. Il faut combien de temps entre le moment où on lance les démarches et puis le moment où c'est effectif? Alors, le moment où on lance la démarche, on exprime son besoin, son souhait auprès de la région, on remplit sa fiche et puis que le projet se déclenche, Sylvie, que je vois ici, me contredira peut-être, mais c'est très rapide. En fait, ça peut être très rapide, j'allais dire, il y a quelques jours, quelques semaines, disons quelques semaines, ça c'est très rapide. Ensuite, c'est en fonction de la complexité du projet. Mais déjà, en fait, aider l'industriel sur les premiers moments de la définition du cahier des charges, en remontant un peu plus que ce qu'il imaginait, peut-être en élargissant son point de vue, parce qu'il voulait peut-être robotiser une tâche, et finalement, il y a peut-être un problème d'organisation un peu plus important, etc. Ça, c'est aussi un travail, c'est en quelques semaines, en fait, en quelques semaines. Et je pense que là, l'industriel commence à avoir des résultats tangibles et intéressants au moment même de cette phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre que la cellule soit là, le robot tourne pour commencer à en tirer quelque part d'une certaine manière les bénéfices. Il y a deux choses en fait dans votre question. Il y a comment accompagner les industriels. Bon, déjà, je pense que les industriels, il faut leur foutre la paix. Donc quand on a tout ce débat complètement délirant autour de la fiscalité des entreprises et de l'industrie, déjà, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on veut de l'industrie et puis dire qu'on va changer la fiscalité tous les matins. La fiscalité des impôts de production, je ne parle pas des autres types de fiscalité. Je crois que le débat public actuellement est assez navrant. Donc déjà, c'est foutre la paix aux industriels. C'est le premier sujet. Et avec ça, il faut aussi que l'économie aille bien, parce que l'industriel, il ne peut pas investir si l'économie va mal. Donc alors ça c'est un problème plus sociétal, on a un problème autour de notre modèle social. Et ce modèle social, déjà, il va falloir qu'à un moment donné, on devienne adulte et qu'on accepte qu'on est allé un coup trop loin dans notre pays. Donc ça, c'est un propos qui n'engage que moi, mais je me permets de le glisser. Ensuite, quand on rentre dans le détail d'un projet, typiquement, quand on donne des grandes masses, un projet, il faut 3 mois à un industriel pour rentrer dedans. Alors, ceux qui ne sont pas rapides, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ça peut être plus long. Mais on va dire, pour bien caractériser ce qu'on veut faire, il faut à peu près 3 mois. C'est-à-dire que le client, que l'industriel exprime clairement ce qu'il veut. Déjà, c'est un sujet. Et puis après, il faut que l'autre comprenne ce qu'il veut. C'est un autre sujet. En général, ça prend 3 mois. Quand on est bon, si on n'est pas bon, ça peut prendre un an. Et une fois qu'on a compris, ça dépend évidemment de la taille de la machine. On va dire qu'une petite cellule robotisée avec un ou deux robots, c'est 6 à 9 mois. Et après, si c'est un gros truc avec 15 robots, ça peut être 18 mois. Mais on parle de ça en général. Et après, il faut qu'une fois que la cellule est chez le client, il faut que l'industriel s'approprie le robot. Donc là aussi, il y a un temps d'industrialisation chez le robot, c'est-à-dire chez l'industriel. Donc il faut qu'il prenne en main la machine
Vous savez, c'est comme quand on a un truc un peu compliqué. Enfin, si vous avez déjà eu un drone à Noël, enfin, alors les gamins ils font ça en 5 minutes, mais moi qui suis un peu vieux maintenant, il me faut un peu de temps de rentrer dans le truc, comprendre comment ça marche, lire la notice, tout ça. Enfin, plus personne lit la notice, mais moi encore un peu. Et en fait, il faut du temps. Et il faut que les opérateurs prennent confiance dans la machine. Il faut aller chercher les performances qu'on a voulu avoir au début. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Dans les industries, on va dire, dites traditionnelles, manufacturières, c'est typiquement 3 mois. Et dans les industries contraintes, type pharmaceutique ou semi-conducteurs, ça peut prendre un peu plus longtemps. Ça peut se compter en années. Parce qu'il y a un travail, en fait, de, finalement de monter en performance de la ligne. Voilà. Olivier, vous voulez compléter? Un exemple sur le temps de mise en œuvre d'une installation robotisée. Et l'accompagnement aussi, d'une manière générale. Et l'accompagnement, ça peut passer par des clusters comme les nôtres, ça peut passer par des pôles de compétitivité, ça peut passer par des journées d'acculturation pour montrer comment on peut utiliser de la robotique. Mais surtout, c'est de mettre en, en lien des offres de solutions avec des industriels pour pouvoir imaginer des solutions, pour pouvoir déployer des usages auxquels l'industriel, même s'il faut le laisser tranquille du côté fiscal, mais du côté innovation. Et si on veut réindustrialiser, faut leur montrer les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour les aider à réindustrialiser. Après, il y a une façon simple pour ceux s'il y en a là ici qui se posent ce genre de questions. Moi, vous savez, je suis French Fab, donc je suis assez made in France. Donc quand on parle de robot 6-axes en France, il n'y a pas 50 choix. Il n'y en a qu'un, il s'appelle Stobli. Donc vous appelez Stobli et puis vous leur demandez quel est l'intégrateur qui est le plus approprié pour mon application. Donc ça va être assez facile parce que du coup, vous allez pouvoir directement aller avec deux, trois intégrateurs parce qu'il faut évidemment demander plusieurs. Et derrière c'est assez simple. Et en robotique mobile, il n'y en a pas beaucoup. Il y a essentiellement Sherpa Mobile Robotics qui fait un robot français. Je vois que vous hochez la tête, mais j'assume ce que je dis. Voilà. Après, en Kobo, il n'y a pas de Kobo français sérieux. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais c'est une bonne méthode pour trouver les bons intégrateurs. Clairement. Voilà, c'est un truc simple et pratique et pragmatique. Non, c'était pour rebondir, c'est qu'effectivement, il y a quand même une offre française. Il y a quand même des industriels, des startups qui, je pense, on parlait de la robotique mobile, qui sortent quand même des produits de plus en plus intéressants. Ça me faisait penser à deux choses aussi, c'est comment on sait finalement que le robot est bien intégré et qu'il fonctionne finalement. Parce que c'était ça aussi, une fois que, et là Hervé l'a bien dit, une fois que le robot est dans l'entreprise, il y a un moment d'acculturation, quoi. Alors, si c'est un robot, j'allais dire, très industriel, une cellule qui est nécessaire et qui est dans le chemin critique, il n'y a pas le choix. Il faut que ça tourne. Donc après, les opérateurs, opératrices iront plus ou moins vers cette machine, mais cette machine, elle est sur le chemin critique. En revanche, par exemple, si c'est un robot, par exemple, de type, je l'ai évoqué tout à l'heure, type AMR, de transport de charge, par exemple, un robot mobile, en plus, qui en termes d'innovation, c'est vraiment des choses qui se développent énormément en ce moment. On peut très facilement le laisser de côté, en fait. On peut très facilement le laisser de côté et le laisser prendre de la poussière, etc. Donc, comment on sait quand cela fonctionne? On en parlait ce matin lors d'une autre table ronde. C'est quand les gens sont vraiment appropriés la machine. Et parfois, c'est des choses aussi bêtes que lui avoir donné un nom, par exemple. Et on s'aperçoit que dans un certain nombre de services, je pense à des entreprises qui mettent des robots, par exemple, dans des services hospitaliers. J'avais vu une fois où il y avait des gros yeux qui avaient été mis sur le robot. Alors, j'avais demandé à la société qui l'avait intégré en disant mais c'est vous qui avez mis les yeux? Il me dit non, pas du tout. C'est le personnel qui a commencé à lui donner un nom. Et au départ, les noms n'étaient pas vraiment sympas, quoi. Et puis petit à petit, quand ils se sont aperçus que le robot faisait quand même des kilomètres et des kilomètres pour leur apporter du petit matériel, etc., il est devenu beaucoup plus sympathique. Il a eu un nom beaucoup plus sympathique. Et là, au bout d'un moment, on a fini par comprendre que le robot faisait partie un peu de l'équipe et puis maintenant, on ne peut plus le renlever, quoi. Voilà. Et là, ça fonctionne quand c'est comme ça.
Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au bout de ces échanges. Merci d'avoir suivi avec attention. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à nos 3 intervenants. Nous sommes à votre disposition pour vous faire passer des micros. N'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile, mais vous pouvez vous lancer sans jugement de notre part. Pas de questions? Ils sont timides. Vous avez tout dit. Ah, on a une question. Allez, je viens à vous. Ah bah on vient à vous, je crois. C'est gentil, merci. Moi, je viendrai vers vous pour vous dire où vous n'êtes pas trop au niveau des normes. Alors nous, pour essayer d'intégrer de la robotique mobile, se retrouver avec des robots mobiles auxquels on va mettre des lidars de partout, etc., pour entrer dans la norme, ça n'aide pas les industriels. Alors les normes ont beaucoup évolué, hein, donc c'est effectivement quand on remonte un peu avant Covid, 5-7 ans en arrière, c'était très compliqué. Tout ce qui était autour de la cobotique et de la robotique mobile. Bon, maintenant les normes ont évolué et donc aujourd'hui on fait ça sans problème, quoi. Même dans les environnements contraints, d'ailleurs même chez vous, j'allais dire, on fait ça. Non, clairement, les normes se sont bien assouplies. Mais par contre, il faut effectivement que le matériel démontre qu'il soit absolument inoffensif pour l'humain. Parce que, évidemment, c'est absolument pas négociable. Et donc ça c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il fallait une question pour que ça déclenche. C'est ça, il fallait lancer le mouvement. Bonjour, oui, je voulais savoir, est-ce que vous, dans vos différentes entreprises ou pôles de compétitivité, est-ce que vous accompagnez la recherche et le développement sur la robotique et la cobotique? Et quels sont actuellement les verrous techniques et scientifiques qui existent encore pour améliorer ces robots et cobots? Alors, dans nos clusters, hein, nous, on est tous les deux animateurs de clusters, effectivement on a de forts liens avec les laboratoires de recherche publics et les équipes de R&D des entreprises privées, évidemment. Et depuis longtemps, le cluster Coboteam a été même pendant les 7 premières années de son existence hébergé par le centre INRIA de Montbonneau. En fait, on était très près des chercheurs en robotique, notamment en robotique mobile, et puis des gens qui s'intéressaient beaucoup à la voiture autonome, la conduite automatisée. Déjà et d'une. Et puis ensuite, effectivement, il y a des grandes recherches qui se font sur la robotique actuellement, mais un certain nombre d'entre vous les connaissez bien. Hein. Donc c'est des recherches notamment, évidemment qu'il y a le lien avec l'intelligence artificielle en ce moment, avec les IA génératives. Donc ça a ouvert tout un champ finalement de robotique très interactive, notamment même pour les services, hein, pour la robotique d'accueil ou d'interaction. Dans le secteur tertiaire, des choses, il y a 10 ans finalement, on n'imaginait pas qu'on puisse converser, je vais dire maintenant, de manière intéressante avec une machine, hein, en fait. Et le fait que la machine soit autonome, qu'elle incarne finalement une entité, ça donne un rapport finalement avec l'IA qui est complètement différent. Et puis d'autres types de recherches qui sont toujours, par exemple, des recherches sur la préhension, des recherches sur la prise de décision automatique. On a parlé de cobotique. La cobotique, il faut que le robot aide quand même, hein, et qu'il aide à bon escient. Autrement, il va être très rapidement mis de côté. Hein. Donc à ce moment-là, dans la perception en fait, dans l'environnement de travail, dans la perception de la tâche, il faut quand même que la machine soit capable de bien comprendre là où elle va pouvoir aider, là où il faut qu'elle s'arrête, là où elle doit apprendre, là où il faut qu'elle agisse. Et tout ça, ce sont des sujets de réflexion, notamment avec un certain nombre de laboratoires. Je pense notamment, on va en parler tout à l'heure dans la table ronde suivante, GESCOP par exemple, qui travaille sur l'organisation productive, notamment avec des robots mobiles, des robots de manipulation. Et on s'intéresse à la robotique, mais surtout aux robots sur la chaîne de production, dans l'atelier ou en situation d'usage professionnel. Oui, je peux compléter. Donc, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, chez Minalogic, on a constitué la filière régionale de la robotique dans une logique de continuum numérique. Parce qu'en fait, là, on n'a parlé que d'un bout de la robotique, hein, qui est la robotique industrielle. Mais la robotique, c'est bien plus large que ça. Hein. Donc, d'abord, on n'a pas du tout parlé de robotique intralogistique. Hein. Je pense à Exotech, par exemple. Exotech, c'est une start-up qui est devenue une licorne industrielle, hein, puisqu'ils ont développé en l'espace de 10 ans des étagères intelligentes, donc qui sont équipées d'un petit robot.
Et donc ça, c'est aussi un type de robotique particulière qui nécessite énormément de R&D, parce que c'est des systèmes extrêmement complexes. Ensuite, vous avez la robotique humanoïde, on commence à en parler, on commence à voir de la substitution d'opérateurs par de la robotique humanoïde, et ça demande beaucoup de R&D, parce qu'on a beau regarder les belles vidéos de nos amis d'Universal Robot, bon, des Américains, ouais, Boston Dynamics, pardon, et qui sont largement copiés par les Chinois. Mais bon, c'est clair que si on se projette dans 5 à 10 ans, on verra ce genre de gadgets dans les usines. Et donc ça, il va falloir voir comment on travaille avec eux et comment on opère. Donc il y a énormément de R&D là-dessus parce que c'est beaucoup plus compliqué. Derrière une vidéo de Boston Dynamics, il y a des nombres d'heures exceptionnels. C'est des centaines de milliers d'heures de développement pour faire 2 minutes de vidéo. Et puis j'ai envie de vous parler des drones aussi, parce que un drone c'est un robot en fait. Et donc vous n'êtes pas sans remarquer que depuis 3 ans on parle beaucoup plus de drones. Malheureusement, en 2021 on disait que les drones c'était pas pour faire la guerre, mais malheureusement force est de constater qu'on avait tort en 2021, parce que maintenant aujourd'hui on sait plus faire sans, à tel point qu'on hésite à balancer des missiles qui valent 10 millions d'euros pour tirer un robot qui vaut 400 euros, quoi. Donc c'est un vrai sujet, quoi. Et donc il y a bien beaucoup de R&D sur ces sujets, et donc c'est fondamental. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous les trois. Bon salon à tous et à vous également. Au revoir, bon après-midi.